Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Apparence », a été réalisée le 16 juin 2021. Hier, pendant l'émission spéciale que nous avons diffusée, il s'est passé des choses incroyables. À l'occasion du thème de la bipolarité, nous avons décidé d'interpréter le tango de Piazzolla, Ballade pour un fou, en nous habillant de manière décalée et en mettant en scène une histoire improvisée qui, au-delà de quelques indications minimales au début, n'a jamais eu pour objectif de durer toute l'heure, mais de devenir une sorte de constellation d'émotions erratiques. Liberté d'expression. Oui. Nous nous sommes sentis libres, et c'est ainsi que des choses étonnantes ont émergé, où l'improvisation artistique des jeunes m'a permis de raconter l'explication sur ce sujet. Ça s'est déroulé de manière fluide, comme si tout nous menait de l'expression à l'explication, puis de là à l'alignement. De la même manière que l'univers s'adapte à travers le chaos, il prend ce qui est irrégulier pour lui donner un sens et l'ordonner, selon un schéma Reiki. Oui, c'est ce que j'aime dans ce genre d'action, qui ordonne le chaos en lui donnant une logique. Même si tout le monde ne le voit pas ainsi, beaucoup de gens continuent de regarder la mise en scène et ne voient pas le message de l'œuvre. C'est la différence entre l'art et le divertissement. Quelle serait-elle ? L'art est la capacité à prendre une réalité et à la transformer en une autre, en montrant une action mutable qui propose beauté, harmonie et un contenu capable de nourrir celui qui la réalise et celui qui la reçoit. D'un autre côté, le divertissement, c'est avoir quelque chose à faire, parmi d'autres choses. C'est un espace de détente où le contenu n'est pas l'important, mais bien la capacité à se détendre dans la contemplation, où il n'est pas nécessaire d'aller en profondeur. Mais c'est quelque chose qui sépare deux moments d'attention, quelque chose qui se situe entre le profond comme un simple lien de détente. Beaucoup de gens vivent leur vie de cette manière, car il est beaucoup plus simple de ne pas approfondir et de s'en tenir à l'information superficielle, propre à une vie fondée sur des croyances et des préjugés. Donc une personne qui vit à travers l'art va en profondeur, c'est ça ? Mais il y a beaucoup de gens qui se consacrent à l'art et qui sont très superficiels, et parfois l'art s'est confondu avec le divertissement. Au commencement des temps humains, l'art était lié aux capacités les plus profondes d'un être, ce qui lui permettait de raconter son riche monde intérieur, de transmettre des connaissances, d'exprimer l'esprit. Les différents arts dont nous avons déjà parlé avaient pour but d'élargir l'esprit, les émotions et le corps des personnes, nous rendant plus riches, plus intègres. Mais bon nombre de ces arts, de ces visions profondes du monde intérieur projetées vers l'extérieur, ont fini par devenir les signes instinctifs d'un peuple, ce qui leur permettait de se reconnaître entre eux et de se distinguer des autres. Ainsi, certaines couleurs, certains vêtements, certains mots, certaines constructions, certaines traditions sont devenues des emblèmes de reconnaissance, et l'art s'est transformé en un moyen d'unir, de relier les groupes. Cela a fait des sources artistiques, des outils sociaux, culturels et religieux, des lois, des normes, de la moralité. Les nations apparaissent et avec elles les nationalismes, d'où l'identification des groupes par rapport à des façons de vivre et de voir le monde. L'art est devenu un modèle, une loi de vie, cessant d'être de la créativité pour devenir le fondement de la structure sur laquelle reposent les sociétés. Lorsque l'art se réveille, lorsqu'il cherche à soulever et à muter comme sa nature l'indique,
les fondements sociaux vacillent, entraînant des moments d'instabilité systémique qui mettent en péril le statu quo, bien qu'ils favorisent l'évolution. Sortir du rang fait passer les mobilisateurs et les manifestants pour des fous aux yeux des gens sensés du système, et ceux-ci tentent d'étouffer l'art qui émerge d'eux. C'est ainsi que l'on voit l'art comme l'arme principale d'une dictature, comme le fondement de toute révolution. La première voie que ceux qui tentent de maintenir l'ordre, selon leur tradition, veulent faire taire. Les États et les religions, tout comme les clans, cherchent souvent à maintenir une idée immuable de ce qui doit être, pour ne pas perdre leur stabilité, et si quelque chose rompt avec ces schémas préétablis, ils pointeront aussitôt leur index vers le coupable, dans une critique qui distingue ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce que j'ai vu à maintes reprises. Beaucoup de gens qui jugent ma façon de m'habiller, ce que je mange, si j'ai l'air fatigué, si j'ai dit un gros mot, et qui prétendent que, parce que je suis une figure publique, je devrais me comporter comme ils l'attendent pour correspondre à leurs normes. Aujourd'hui, j'ai lu le commentaire de quelqu'un qui m'en voulait d'avoir mis une chemise et un bonnet parce que ce n'était pas spirituel de ma part. Car, selon ces critères, une personne spirituelle devrait être austère, humble et rasée comme un moine tibétain. En fait, c'est exactement ce qu'il a écrit. Je me demande donc, dans quelle mesure a-t-il raison? Ou est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal en portant un bonnet qui me plaît? Oh, les apparences! Parce que la culture a transformé l'art en tradition. La différence a cessé d'être de l'art pour devenir une simple distraction illogique, destinée à détendre l'esprit, comme regarder des tableaux, organiser des expositions, suivre les tendances en matière de design, rivaliser dans les pièces de théâtre pour la meilleure originalité, produire des livres sans contenu, des films drôles ou tristes, sans message, des émissions de télévision en général. La différence a cessé d'être perçue comme ce qui transforme pour devenir un simple lien vers un esprit vide où l'individu cesse de participer pour devenir un simple spectateur vide. Ainsi, on perd davantage de temps sur les apparences des choses, et celles-ci deviennent synonymes de leur contenu. L'humain cesse d'approfondir, et s'il voit une croix, il y voit aussitôt le christianisme, alors qu'elle parle peut-être de solstice et d'équinoxe. Il voit de la spiritualité dans une tunique ou de l'illumination chez un moine tibétain. Il commence à juger le contenu simplement par les apparences, car il a cessé d'approfondir pour vivre en surface. Il est plus facile et plus rapide d'interpréter quelque chose par son apparence que de consacrer du temps à le connaître et à le comprendre. Bien sûr, je vois très bien. C'est ainsi que naît le divertissement, qui cesse d'être simplement le temps de distraction entre une chose et une autre, pour devenir une façon de voir le monde. Et les individus jugent les réalités comme s'il s'agissait de noter avec des petites étoiles le contenu d'une plateforme comme Netflix. Ils commencent donc à être guidés par les apparences plutôt que par le contenu, et ne croient qu'en ce qu'ils voient. Que sont les apparences? Cela vient du mot par, qui signifie égal, ressembler. Avec le préfixe ad, vers, on obtient apparaître, qui signifie se diriger vers ce qui est semblable. L'apparence renvoie à la capacité d'un être à ressembler à un autre. C'est un terme utile dans le développement évolutif, car c'est ainsi que de nombreux êtres ont survécu, en donnant l'impression de faire partie d'un arbre ou de ressembler à d'autres animaux plus dangereux. Il en va de même pour certains prédateurs qui se font passer pour leur proie ou pour l'environnement dans lequel celle-ci évolue, les attirant ainsi directement dans leur mâchoire. L'idée de paraître, être, ce que l'on n'est pas, a été fonctionnelle au développement, créant ces bipolarités chez un individu, qui offre la possibilité d'être plus d'une chose et de s'adapter à l'environnement. Cependant, cela peut être utilisé dans divers domaines qui, au-delà du développement, visent le contrôle, la domination et toutes sortes d'attaques envers les autres.
Les apparences sont trompeuses, dit-on souvent. Le loup qui se déguise en agneau et l'agneau qui se déguise en loup. Le premier est l'exemple parfait de ces individus qui cherchent à obtenir quelque chose des autres et qui, pour cela, revêtent leur peau et leurs traditions dans le but d'être acceptés comme des égaux, alors qu'ils ne le sont absolument pas, et dont les intentions frôlent le macabre et le machiavélique. D'un autre côté, le mouton déguisé en loup est souvent cette personne qui se fait passer pour forte, qui évolue dans des milieux durs et grotesques, mais qui en réalité le fait pour ne pas être blessée, en se couvrant des couches étrangères, qui la renforcent en apparence, alors qu'à l'intérieur, elle se brise fragile comme du cristal. Bien sûr, comme ce fan de heavy metal qui a un être tendre et aimant, comparé à un adepte de New Age qui est un manipulateur dictatorial. Dans un monde superficiel, les apparences sont avant tout le moyen de comprendre et d'assimiler l'environnement, en se basant sur la couleur de peau, les vêtements, les goûts, les mouvements, les personnes que l'on fréquente, les traditions que l'on suit. Le même outil qui nous a donné notre place dans ce monde est celui qui nous sépare et nous détruit lorsqu'il s'agit de construire quelque chose de nouveau et de pur. Oui, j'ai observé cela chez ceux qui aspirent à vivre dans une réalité harmonieuse, belle et spirituelle. Pourtant, les mêmes préjugés, jugements et conditionnements persistent, reproduisant les schémas des religions qui prétendent que leur paradis ou leur vision des choses est la seule valable, et que celle des autres ne l'est pas. Tu dois te mettre à la place de l'observateur et reconnaître quelle chose du monde tu observes à travers le prisme de tes croyances et de tes attentes. Il est important que nous pratiquions tous une auto-observation qui nous permette de reconnaître ce que nous jugeons, car je suis sûr que pour beaucoup comme toi, il sera facile de pointer du doigt ce que les autres font à partir de leurs préjugés, mais il est souvent plus difficile d'accepter ce que nous-mêmes pointons du doigt. Je t'invite à faire cet exercice. Reconnaître qui je juge sur les apparences. Exactement. Eh bien, si j'y réfléchis bien, beaucoup de gens. Il m'est arrivé, par exemple, de passer un très mauvais moment chaque fois que je suis allé en Chine. Et j'ai dans mon esprit un préjugé sur tout ce qui concerne la Chine à bien des égards en général. Te considères-tu comme raciste ? Non, mentalement, je ne me considère pas comme raciste. Mais il est vrai qu'au niveau culturel, on peut le devenir sans le vouloir. Je suis né dans un environnement où, jusqu'à mes 18 ans, je n'avais jamais vu de personnes noires ni d'asiatiques. J'ai eu très peu de contact avec d'autres ethnies pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et même à l'âge adulte, je n'ai jamais été confronté à la diversité. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ça ne s'est jamais produit. En ce qui concerne les apparences, j'ai vu des gens penser qu'il fallait avoir des amis de chaque ethnie pour prouver qu'on est tolérant. Et ce commentaire me semble bien plus raciste que de ne pas avoir d'amis d'autres couleurs. Car je ne peux pas concevoir que les amitiés ne se nouent que sur la base de l'apparence. Et il m'est pourtant arrivé de tomber dans la généralisation, de mettre tout le monde dans le même panier. Comme parler des Chinois au lieu de ceux qui m'ont concrètement affecté. Je suppose que c'est un aspect culturel sur lequel il faut travailler. Te considères-tu comme homophobe ? Ce serait absurde. Ce n'est pas absurde. Combien d'homosexuels sont homophobes ? Eh bien sûr, c'est vrai. À cause de cette histoire d'avoir la plume, d'être efféminé, j'ai parfois jugé l'exagération de certains qui allaient même au-delà de la féminité pour exacerber leurs conditions naturelles. Ça m'a semblé inutile. Mais tu admets que c'était un jugement. Oui, Es-tu enclin à la misogynie ou à la misandrie, c'est-à-dire la haine des femmes ou la haine des hommes? non, je ne me considère pas comme ça, car je n'ai de conflit ni avec les uns ni avec les autres, en aucun sens. Qui as-tu jugé sur son apparence?
Ouf, beaucoup de gens, dans de nombreux domaines. Au début, j'avais peur des métalleux, des amateurs de heavy metal, qui me semblaient diaboliques, jusqu'à ce que mes meilleurs amis deviennent des métalleux, et que mon regard sur eux change radicalement. Avant, j'étais terrifié par les travestis et les transsexuels, mais surtout par les premiers, parce que ça me rendait mal à l'aise. J'ai peur du maquillage et des perruques, de ne pas savoir qui se cache vraiment derrière. Mais avec le temps, j'ai réussi à surmonter cette peur et cela ne m'affecte plus intérieurement. J'ai réalisé que c'était quelque chose de très personnel chez moi. J'ai beaucoup jugé les personnes spirituelles du New Age, alors que j'en fais partie d'une certaine manière, car je ne tolère pas la fausse spiritualité, les câlins et les démonstrations d'amour uniquement parce qu'il faut être aimant pour être spirituel. J'ai toujours eu une intolérance intérieure envers ce genre de personnes, donc oui, j'ai jugé et je juge encore sur les apparences. Et que penses-tu de tes propres apparences? Souvent, je me juge parce que je suis spirituel et que je canalise, même si je me sens bien. Je me trouve bizarre, absurde. Mon corps aussi. Jusqu'à 21 ans, je n'ai pas vraiment accepté d'être un homme. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais complètement accepté mon corps. J'ai toujours eu des complexes à l'idée de le montrer, en accordant beaucoup d'importance à l'aspect superficiel, à l'apparence. As-tu jugé les autres pour la façon dont ils font les choses? En bon ascendant Capricorne, oui, j'ai toujours pensé que je pourrais faire mieux que ce que font les autres. Malgré cela, je respecte toujours les manières et je ne dirai jamais, jamais publiquement à quelqu'un comment il doit faire son travail, car je sais que si cela dépendait de moi, je m'en occuperais. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon rôle. Cela ne m'empêche pas d'avoir même ri des incapacités des autres à faire ce qu'ils font et de la manière dont ils le font. Et maintenant que j'y pense, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup quand on me le fait. La seule différence est que je ne le dis pas, ce qui, je crois, est pire. Bon, l'important est de s'en rendre compte, d'en parler, de reconnaître que l'ego est blessé et que c'est pour cela qu'il fait du mal. Reconnais que ce que tu vis est le reflet de ce que tu es, et les apparences domineront ta vie si tu leur accordes trop d'importance. Devrions-nous nous moquer de l'apparence des choses? Oh non, leur apparence nous aide à savoir quoi en faire. Un fruit vert est immangeable, a un goût horrible et presque toxique, tandis qu'un fruit mûr est parfait pour l'organisme. Cependant, quand tu le vois flétri, il sera utile pour le compost. L'image de l'apparence de ce fruit te permet d'identifier 3 stades utiles de celui-ci. Reconnaître les apparences aide à identifier les états, mais pas ce qu'il est. Un fruit est un fruit, depuis qu'il fleurit jusqu'à ce qu'il soit consommé pour nourrir la graine. Cependant, ces états changeants servent à des processus différents. Les apparences parlent de ces processus. C'est pourquoi tu ne peux pas juger l'être ou l'individu sur son apparence. Tu peux seulement comprendre son état actuel en fonction de sa ressemblance. Je comprends. Alors, ne juge pas l'être sur ses apparences, mais prête-leur attention, car elles t'indiqueront ce qui se passe actuellement. Les apparences sont la première chose que nous voyons chez l'autre, ce qui nous attire ou nous repousse. Comment gérer cela? C'est l'énergie sexuelle, le sexe, ce sont les divisions, ce qui nous sépare et nous rend uniques. Et ce sont les apparences physiques qui attirent en premier lieu pour compléter ce qui nous manque ou ce que nous pouvons offrir. J'aime les hommes et j'ai mes goûts spécifiques à leur égard. Pourquoi suis-je attiré par cette apparence et pas par une autre? Parce que dans cette vie, ton rôle principal est d'être le réseau, d'être la mer qui contient. Et c'est pourquoi tu as besoin de l'énergie qui te nourrit, celle qui circule dans le réseau, l'énergie masculine. De plus, ton vide est là, l'absence du père pendant 27 ans de ta vie, la mort de ton père il y a 12 000 ans, qui t'a confié la responsabilité d'un peuple, et le rejet et l'exil provoqués par ton père il y a 900 ans, ont créé le besoin de chercher l'amour chez les hommes.
et de voir en eux le père que tu n'as pas pu avoir pendant des milliers d'années. La recherche de quelqu'un en fonction des apparences est liée à ce que nous avons eu ou à ce qui nous manque et que nous avons besoin de compléter. Tu as déjà eu suffisamment de présence féminine dans ta vie. Elles n'ont jamais représenté un manque, mais un complément constant, ce qui a façonné une intégration avec l'apparence de la femme bien plus profonde qu'avec celle de l'homme. Oh, je comprends. Oui, c'est logique. Les apparences nous attirent les uns vers les autres en éveillant l'énergie sexuelle ou asexuelle en fonction des vides que nous devons combler ou que nous préférons rejeter. Tout cela en relation avec ce qui nous fait nous sentir nourris. C'est pourquoi reconnais aussi ton énergie sexuelle dans la recherche des apparences. Je ressens un grand décalage là-dedans. J'ai l'impression que l'énergie sexuelle est quelque chose que je n'ai pas tout à fait réussi à maintenir en mon centre, comme si j'avais besoin de combler un vide. Et c'est pourquoi je recherche des partenaires qui incarnent ce que je ne trouve pas en moi, et qui fait que mes relations échouent toujours. Parce que tu dois rediriger cette énergie pour soutenir ton propre être, et non celui des autres. Utilise l'énergie sexuelle pour l'ascension plutôt que pour la dispersion. Souviens-toi, l'énergie sexuelle est l'un de ces grands divertissements qui étaient autrefois de l'art. Reconnecte-toi à l'art du sexe en transcendant le divertissement qu'il recèle et utilise son énergie pour aller au-delà des apparences. Cela semble n'avoir aucun rapport et pourtant, l'aspect sexuel est lié à la peau, l'organe qui recouvre tout, et donc aux vêtements que l'on voit, à ce qui apparaît. En maîtrisant l'énergie sexuelle, en libérant les refoulements et les attentes, en allant au-delà du divertissement pour en faire de l'art, tu seras capable d'aller au-delà des apparences, de la recherche de ce qui manque, du rejet ou du désir, de te cacher pour être accepté ou pour prendre ce qui est nécessaire. Et ainsi tu pourras être libre de ce que tu sembles être, pour être toi-même. De plus, l'énergie sexuelle permet de contrôler bien plus de personnes que dans d'autres domaines et constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs du monde, la vente de l'apparence sexuelle. Inattendu, mais étrangement logique. Ça me rappelle cette phrase qu'on utilise souvent en Argentine quand quelqu'un se plaint trop, est nerveux, moralisateur et critique envers les autres, à savoir, cette personne a besoin d'un bon coup de fouet. Dans le jugement des apparences, cette phrase est utilisée parce que l'orgasme libère de la dopamine et de l'endorphine, ce qui permet à la personne de se détendre et de voir les choses complètement différemment de ce qu'elle voyait lorsqu'elle était tendue. Mais il n'est pas nécessaire qu'un autre résolve ce problème. Quand on sait diriger sa propre énergie sexuelle, on est capable de transcender tout état de tension et de sortir des apparences en s'aimant soi-même. Je me fixe l'intention d'être libre, de ne pas paraître ce que je ne suis pas, et de ne pas juger les choses telles qu'elles me paraissent, en étant maître de ma propre énergie créatrice. Apparemment, tu es en passe de devenir toi-même.